Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, est-ce que nous avons une opportunité d'investissement sur la compagnie Intel? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant un tout petit peu sur les résultats financiers de la compagnie. Parce qu'ici, aujourd'hui, j'aimerais qu'on accorde pas beaucoup d'importance aux résultats financiers. Parce que Intel est dans une situation assez compliquée. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve toujours le droit de me tromper. OK? Donc, nous avons Intel. C'est une compagnie qu'on a étudiée il y a 6 mois. Il y a 6 mois, on était aux alentours de 40 euros, 44 dollars par là. Donc 6 mois, donc au mois de mars par là. Donc mars, ici, on était aux alentours de 48, 45 euros 45 dollars par là. OK? Aujourd'hui, quelques mois plus tard, on est à moins 40% en supplément. OK? Donc l'action s'est cassée la gueule sur les 6 derniers mois. OK. Qu'est-ce qui se passe sur Intel? Parce que la dernière fois, on a pris le temps de regarder les états financiers. Et cela, je veux soulever quelque chose. Quand vous remarquez qu'une entreprise quantitativement représente une opportunité d'investissement, ce n'est pas parce que vous êtes plus intelligent que le reste. C'est juste parce que présentement, il doit avoir une situation qui est soit globale, parce que ça peut être une récession, etc., ou une situation qui est spécifique à la compagnie. Et comme par exemple avec 3M, 3M, c'est à cause des procès, etc., le marché ne sait pas s'ils vont être condamnés pour plus que ça, surtout qu'il y en a certains qui ont été condamnés pour des dizaines de millions de dollars pour certains procès, et le marché fait très vite le calcul. Pour 400 000 personnes qui se plaignent ici, on va faire 400 000 multiplié par 10 milliards ou bien 75 000 multiplié par 10 millions, ça donne tel nombre de chiffres. Donc, tout le monde peut mettre un chiffre à tout et n'importe quoi. Tant que ce n'est pas encore arrivé, ça n'a pas encore été confirmé. Mais dès aujourd'hui, le marché commence à prendre peur. C'est la même chose avec Intel. OK? Ce que je vais faire ici, c'est que je vais commencer par lire à peu près la note que j'avais faite par rapport aux derniers résultats financiers. Après, on va parler des problèmes d'Intel. Parce que si vous êtes investisseur sur Intel, les chiffres actuels, faites attention. Et sur la première vidéo, je vous disais que ça allait venir. Intel peut atteindre cette valeur-là. Mais ça va demander beaucoup de patience et surtout l'exécution du management. Parce que ici, sur Intel, le management n'a pas droit à l'erreur. Parce que ça fait 10 ans qu'ils font des erreurs. Ah oui, ça fait 10 ans qu'Intel fait des erreurs. Mais ça fait 10 ans que vous ne voyez pas que l'entreprise ici, voilà, ça ne se remarque pas sur les chiffres de l'entreprise. Tout simplement parce que si vous mettez à la tête d'une entreprise extraordinaire un idiot, à la fin de la journée, c'est la réputation de l'entreprise qui va perdurer. Mais si vous mettez à la tête d'une entreprise de merde un CEO extraordinaire, c'est la réputation de l'entreprise également qui va perdurer. Donc, dans tous les cas de figure, il est préférable d'avoir à la tête d'une entreprise extraordinaire un gestionnaire extraordinaire. Et j'avoue également que dans certaines fois, dans les entreprises, entre parenthèses, de merde, si on met à la tête des entrepreneurs extraordinaires, ça peut parfois donner des surprises. C'est le cas notamment avec AMD et Nvidia, qui n'étaient même pas qui étaient des concurrents à Intel, mais qui sont devenus aujourd'hui des leaders dans chacun de leurs segments, tout simplement parce que Intel, pendant les 10 dernières années, n'a pas eu un très bon management. Ils ont connu 4 CEO. Ça, c'est le quatrième présentement. Et c'est le quatrième, il vient juste. Et le quatrième, c'est celui qui a un background en quoi en ingénierie. C'est un ancien d'Intel qui a travaillé pour VMware qui va se faire acheter par Broadcom. Et maintenant, il travaille pour Intel. Donc, c'est un ancien de la maison. Il connaît les problèmes de la maison. Parce qu'il faut dire la vérité, c'est que Intel, sur le plan technologique, c'est pas un retard waouh. En tout cas, au niveau des puces qui vont dans les data centers ou bien sur les ordinateurs. C'est pas un retard waouh. D'accord? Quand je dis waouh, ça veut dire que c'est un retard, voilà. C'est uniquement dû au fait que Intel, sur le plan de la manufacture, n'a pas pris les devants et n'a pas pu être au même niveau que TSMC, donc Taiwan Semiconductor. Parce que Intel est premièrement un designer et un fabricant. Parce qu'il fabrique ses propres puces électroniques. OK? Donc, dans ce monde, il n'y a que 4 personnes. Il y a une seule entreprise qui fabrique ses propres puces électroniques. Bon, si on prend également Samsung, on peut dire qu'ils sont 2 qui fabriquent leurs propres puces électroniques. D'accord? Mais il y a dans le domaine de la fabrication, par exemple, ils sont en concurrence avec TSMC, donc Taiwan Semiconductor,
Donc, on a fait l'analyse sur cette chaîne également. Ils ont également en concurrence avec Samsung, avec Global Foundry. Donc, ils sont 4 dans ce marché-là. OK? Maintenant, du design, ils sont nombreux. Dans le design, vous allez voir les entreprises comme AMD, Nvidia, Qualcomm, Apple. Donc, ils sont nombreux. Et maintenant, avec la technologie ARM, ils seront encore plus nombreux demain. Or, Intel ici n'a pas la capacité de pouvoir produire un certain type de puce électronique. Pourquoi? Parce que présentement, au niveau de la manufacture, ils ont des capacités de production pour des puces de 10, peut-être 7 nanomètres. D'accord? Et quand on dit 7 nanomètres, ça veut dire que plus c'est petit, plus c'est puissant, moins c'est énergivore. D'accord? Donc, quand Intel aujourd'hui fait encore des puces de 7 nanomètres au plus, je ne sais même pas s'ils en font déjà pour commencer, ils sont en concurrence avec des Nvidia qui font déjà des 5 nanomètres. Et Intel ne peut que faire. Je pense que Intel ne fait que du 10 présentement. Parce qu'avant, ils faisaient que du 14, maintenant, ils font uniquement du 10. Mais il faut faire attention également. C'est que vous pouvez vous dire ici que, ouais, donc, c'est-à-dire que Nvidia ou bien AMD, ils sont plus puissants. Non, il faut voir ici que la puce de 10 nanomètres et 7 nanomètres ici, ça peut être un équivalent. D'accord? Techniquement, sur le plan de la performance, ça peut être un équivalent. OK? Donc, surtout ici que Intel, par rapport à son historique, a la capacité de jouer sur les prix. C'est sans doute pourquoi les revenus ici sont à peu près stables sur les dernières années. Mais regardez vous-même d'où vient AMD, d'où vient Nvidia. Et regardez où ils se retrouvent aujourd'hui, au point de dépasser clairement en termes de capitalisation boursière, ils dépassent littéralement Intel. Et vous allez voir, ils ont qui à leur tête? Des PDG extraordinaires. Je dis bien, ils sont extraordinaires comme PDG. Ce sont des gens qui ont une vision long terme, pendant plusieurs années. Si vous regardez la période où ils sont arrivés à la tête de ces entreprises-là, et maintenant, vous allez voir qu'il y a un gros changement. Là où Intel a négligé le secteur du téléphone, de la téléphonie mobile, tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas passer sur une technologie ARM, regardez, Qualcomm a complètement dominé ce secteur-là. Et on avait à la tête d'une entreprise comme Apple, comme Intel, des gens qui n'avaient pas de background en ingénierie. OK? Donc je ne vais pas parler de lui parce qu'il est décédé aujourd'hui, mais c'était, voilà, vous allez aller regarder au niveau de l'historique d'Intel à cette période-là, c'était aux environs de 2005, 2013 par là. Il était PDG à cette période-là. OK? Maintenant, à la période actuelle, vous vous rendez compte que Intel comptait énormément sur le secteur des PC. Donc, que ce soit les PC, les notebooks, etc. Et dans ce secteur-là, ils avaient un gros client qui était Apple. Et qu'est-ce qu'Apple a fait aujourd'hui? Apple a des puces, des microprocesseurs plus puissants que ceux d'Intel. En tout cas, à l'heure où je parle. OK? Plus puissants que ceux d'Intel. Et donc, Apple a décidé clairement de faire ses propres puces. Parce que Apple, son objectif, c'est simple. Hein, ils veulent être verticalement intégrés le plus possible afin de pouvoir faire de plus d'économies. OK? Donc, là où Intel était notre fournisseur, on devient plutôt un concurrent d'Intel. Non, on n'est même pas concurrent d'Intel parce qu'on fait juste nos puces pour nous-mêmes. OK? Et on fait des puces qui sont aussi... on fait des microprocesseurs qui sont aussi puissants que ceux d'Intel. D'accord? Notamment avec les microprocesseurs M1. M1 Ultra, M1 Pro. Intel, je pense que leur dernier microprocesseur, c'était le Intel 9 ou Core 9, un truc comme ça. Dans tous les cas, je figure, ça change tous les jours. Ça avance tellement rapidement que investir dans ce genre de compagnie-ci, il faut privilégier un management qui est à la pointe de la technologie, tout en ayant toujours 1 à 2 ans d'avance par rapport aux compétiteurs. OK? Parce que Intel, aujourd'hui, c'est 2 entreprises. Je ne peux pas produire des puces de 5 nanomètres ou bien de 3 nanomètres. Donc 3 nanomètres, c'est la nouvelle c'est celle qui est disponible en 2022. Et maintenant, on parle même de 2 nanomètres d'ici 2024. Je ne peux pas les produire parce que au niveau de la manufacture, on est encore à des niveaux de 10 nanomètres. D'accord? Et moi, je n'ai pas le choix que de designer sur des modèles de 10 nanomètres. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je sais que vous ne voyez pas ce que je veux dire à la fin de la journée, mais si vous voulez investir sur une telle, il faut plonger dans les informations techniques. Je ne suis pas un technicien, mais je sais une chose, c'est que ce genre de compagnie-ci, il faut vraiment être à la pointe de la technologie. Et vous savez ce qui se passe?
L'ancien PDG, donc celui qui s'est fait virer dernièrement, celui que Pat Gelsinger a remplacé, il s'est permis, je dis bien il s'est permis, de réduire la recherche et développement. Comment tu peux réduire la recherche et développement alors que vous êtes en retard sur le plan technologique? C'est vrai que vos concurrents n'ont pas le même budget en recherche et développement que vous. Déjà, posez-vous les questions de savoir comment est-ce qu'on peut avoir un budget aussi élevé sans trouver quoi que ce soit. Le gars s'est permis de réduire la recherche et développement, ce qui a augmenté les profits. Et tout le monde était content. Waouh! Pourtant, regardez bien, depuis plusieurs années, les marges brutes de Intel diminuent. La marge brute d'Intel diminue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la marge brute diminue, ça veut dire qu'au niveau des coûts, on vend de moins en moins cher nos produits. On quitte d'une marge brute de 60% à près de 50%. Et ça date depuis 2014. Et je vous ai dit, ça fait 10 ans qu'Intel a des problèmes. Mais ça ne se voit pas parce que le revenu augmente. Le revenu augmente, c'est normal. Ça coûte de moins en moins cher. Mais c'est normal que ça coûte de moins en moins cher. On a une technologie, on a une technologie obsolète. Enfin, entre parenthèses, plus ou moins obsolète parce que les autres sont plus avancés que nous. Ça, le secteur des PC, on se fait concurrencer. Le secteur des data centers où on dominait, AMD, Nvidia arrive littéralement à nous bouffer des parts de marché parce qu'on est, encore une fois, on est en retard et tout ce qu'on peut faire, c'est baisser les prix parce qu'on ne peut pas produire, on ne peut pas avoir les mêmes puces que AMD ou Nvidia ici aujourd'hui en termes de nanomètres, d'accord? Tout simplement parce qu'on produit nos propres puces. Et AMD et Nvidia font appel à des compagnies comme Samsung ou bien TSMC, donc Taiwan Semiconductor, donc parce que Samsung produit ses propres choses. Donc, ils font appel à des compagnies comme Global Foundry ou bien Taiwan Semiconductor. Donc, et Intel aujourd'hui, c'est maintenant qu'ils veulent commencer à produire les puces les plus avancées, mais comme ils n'ont pas cette technologie au niveau de la manufacture, ils sont obligés de faire appel à TSMC. OK? Donc, la stratégie du management actuel est la suivante. C'est celle d'investir massivement dans la manufacture. Et vous allez vous rendre compte d'une chose. Les entreprises comme AMD et Nvidia avaient leur propre manufacture, mais qu'ils ont revendu parce que ça ne rapportait pas d'argent. Donc, ils se sont concentrés sur le design qui a des marges plus élevées. Or, il devient de plus en plus important d'être un fabricant de puces électroniques. Je ne dis pas un designer, c'est deux choses différentes. Un fabricant de puces électroniques à la Taiwan Semiconductor aujourd'hui parce que la technologie pour pouvoir designer des puces électroniques est de plus en plus abordable pour tout le monde. OK? D'où vous voyez que Apple a réussi à concurrencer facilement Intel. C'est vrai qu'Apple a beaucoup de moyens, mais à la fin de la journée, il est mieux aujourd'hui d'être un fabricant de puces électroniques à la TSMC. Quand je dis à la TSMC, donc, sur le même modèle que Taiwan Semiconductor. Donc, pour avoir ces manufactures les plus avancées, tout ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut investir massivement dans l'outil de production. Notamment, ça sera une bonne nouvelle pour qui? ASML. OK? Donc ici, je ne m'aimerais pas beaucoup m'attarder sur les chiffres. Parce que je vous dis toujours une chose, c'est que les chiffres racontent quelque chose qui s'est déjà passé. On va se baser sur ce qui s'est déjà passé pour se dire que ça pourrait venir à nouveau dans le futur. Mais vous ne devez jamais investir en vous basant uniquement sur des chiffres. D'accord? Les chiffres doivent être bons, mais ma décision d'investissement doit être prise quand je vais expliquer le bien fondé, la pérennité, et quand je vais avoir le maximum de confiance quant à la pérennité de ces chiffres-là. Et pour avoir ce maximum de confiance, je dois lire les rapports financiers. Est-ce que moi j'aime sur le nouveau PDG d'Intel? Parce que c'est ça que j'aimerais dire. Si vous êtes un investisseur défensif, donc quelqu'un qui n'aime pas beaucoup le changement, qui aime les dividendes, etc., n'achetez pas du Intel. Si vous êtes un investisseur entreprenant, quelqu'un qui essaie de voir plus loin que le dividende, qui essaie de voir plus loin que les problèmes présents dans la compagnie, Intel, c'est une compagnie pour vous. Parce que cette compagnie-ci ne doit pas être vue du point de vue dividende. Ça n'a aucun sens. Et je vous dirais même que cette compagnie devrait couper ce dividende-là. Ce n'est pas qu'elle n'a pas les moyens de payer le dividende, mais j'aimerais qu'elle coupe ce dividende parce que Intel, présentement, a besoin d'investir au minimum 100 millions sur les 5 prochaines années. Va dépenser en capital au moins 100 millions sur les 5 prochaines années. D'accord? Et sur les 10 prochaines années, au total, ils doivent dépenser près de 180 millions. À quoi ça va servir notamment à la construction des nouveaux fabs? Donc, on va se dire des fabs,
des usines pour fabriquer des puces électroniques, non seulement pour la compagnie, mais également pour des compétiteurs. Mais ça également, ça peut présenter des problèmes au niveau de la propriété intellectuelle, etc., la concurrence. Parce que moi, Nvidia, je vais aller fabriquer mes puces sur Intel, qui est mon concurrent direct. Je ne sais pas si je vais l'accepter. Mais déjà, on a Qualcomm qui a accepté de le faire. Quoique Qualcomm ici n'est pas un compétiteur de Intel. Intel n'est pas compétiteur de Qualcomm, notamment parce que Qualcomm est plus sur les puces qui rentrent dans les téléphones mobiles. OK? Donc, c'est une situation assez compliquée pour Intel, mais ce n'est pas une situation extraordinaire, ce n'est pas une situation qui est vouée à l'échec. Intel a juste besoin d'un bon PDG qui exécute. Je dis bien qui exécute. Donc, j'avais fait notamment une petite note ici, je vais vous la lire rapidement. Après, on va revenir sur les rapports financiers ici très très vite. D'accord? Alors, on y va. Donc, ça concerne les résultats financiers du second trimestre ici. Donc, Intel a annoncé des résultats médiocres pour le trimestre se terminant en juin 2022. Cela représente une continuation de la tendance à la baisse de la société jusqu'en présent en 2022. Si l'on regarde plus en détail le bénéfice par action qui exclut les éléments que je considère comme non récurrents, il s'établit à 29 sous par action. Ce chiffre est nettement inférieur à celui de l'année précédente qui était aux alentours de 1,28$. Et je rappelle que nous sommes présentement dans une période de pénurie en termes de puces électroniques. Et Intel se permet d'avoir de mauvais résultats. Tirez les conclusions nécessaires. D'accord? Donc, on continue. Donc, une conjoncture économique instable a certainement joué un rôle, notamment avec les difficultés persistantes au niveau de la chaîne d'approvisionnement, les pressions inflationnistes ont pesé sur les résultats. Et il convient de noter que les problèmes d'exécution propres à l'entreprise ont également pesé sur le résultat. Quand on dit problème d'exécution, c'est-à-dire que Intel n'arrive pas à livrer la marchandise. Chaque fois, ils annoncent de nouveaux projets, de nouvelles avancées, mais ils ne peuvent pas livrer parce qu'ils ont un problème au niveau de la manufacture. D'accord? Donc, ce genre d'erreur-là, ça paye cash. Normalement, Intel devait faire le maximum de profit à l'heure actuelle. Or, ce n'est pas le cas. Et ils ont également négligé tout un secteur d'activité qui est le secteur des GPU que Nvidia et AMD dominent littéralement. C'est maintenant que Intel veut rentrer dans le segment. Notamment, ils ont une annonce au mois d'octobre, ici, à mi-octobre, avec leur GPU Arc. Je ne sais pas. Sur le papier, le GPU Arc est sans doute très avancé et a un coût assez abordable. Mais également, il doit avoir quelques soucis dessus parce que faites attention, AMD et Nvidia ne dorment pas également. D'accord? Faites attention à ça. Donc, on continue. En particulier, la division Client Computing Group, donc celle qui concerne les PC, etc., les notebooks. Data Center iGroup, donc on parle de Data Center, c'est le cloud computing, donc celui qui devrait être normalement le plus lucratif en date d'aujourd'hui. Et Intel Foundry Services, donc Intel Foundry Services, c'est la partie qui manufacture les puces électroniques, donc non seulement pour Intel, mais dans un avenir proche pour d'autres concurrents. Donc un peu comme un modèle à la TSMC, Taiwan Semiconductor, encore une fois je le rappelle. Donc, Intel, Foundry Services ont toutes souffert sur les 12 derniers mois. Le management pense que les résultats seront au plus bas au cours du troisième trimestre de cette année 2022, mais la société a considérablement réduit ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2022. Donc, le management pense que le troisième trimestre sera le trimestre le plus bas de l'année. OK? Mais qu'à partir du quatrième et les trimestres suivants, ils pourront revenir. Ça, c'est ce qu'ils pensent. Maintenant, on va voir si c'est exactement ça qui arrive. Parce que là, on baisse déjà les prévisions. On baisse les prévisions parce que Intel doit investir massivement. Ils doivent investir massivement. On va y revenir. Donc, le management s'attend maintenant à ce que les ventes de 2022 se situent dans une fourchette de 65 à 68 milliards de dollars, tandis que le bénéfice net par action sera probablement de 2,30 $. 2,30 $ ici, multiplié ici par 15 fois les bénéfices, qui est la moyenne, on peut dire à peu près la moyenne des PER de cette compagnie Intel. On est à 30 $ l'action. D'accord? Au mieux. Ça, c'est par rapport aux résultats actuels. Les résultats actuels qui sont sous pression. OK? Faites attention. Donc, même si moi, je m'attends à ce que les résultats nets s'améliorent fortement sur une base séquentielle au cours du quatrième trimestre, donc d'un trimestre à l'autre, ça pourrait s'améliorer, le total probable devrait être inférieur à la comparaison avec l'année précédente. On aura des résultats moins élevés que l'année précédente, donc des bénéfices nets moins élevés. Il est toutefois prévu une possible amélioration modérée des résultats en 2023. Donc, mon optimisme prudent
se fonde sur le fait que l'économie reste à l'écart d'une grande récession. Ça, c'est la condition pour avoir une possible amélioration en 2023. Bien que le risque de récession existe certainement. OK? Donc, les bénéfices de la société devraient augmenter à un rythme annuel soutenu en moyenne au cours des 3 à 5 prochaines années, notamment parce que Intel a décidé d'investir massivement au niveau de la manufacture pour améliorer sa technologie de production. Et quand on dit technologie de production, c'est juste être à la fine pointe de la technologie actuelle qui est le 5 nanomètres et on s'en va présentement sur le 3 nanomètres. Donc, ils peuvent le faire. D'accord? Notamment, ça demande l'achat de matériel auprès de ASML qui fabrique ce genre qui fabrique ce genre d'appareil-là. D'accord? Donc, c'est une bonne nouvelle pour ASML. Notamment également, vous allez voir qu'aux États-Unis, il y a le CHIPS Act qui est passé. Donc, notamment pour encourager les entreprises à produire des puces électroniques sur le territoire américain. OK? Vous voyez que présentement, la plupart des puces électroniques sont produites, on les produit où? À Taïwan ou bien en Corée du Sud. Vous remarquez que Taïwan, Corée du Sud, ça se situe où? À côté des Chinois. Et vous savez que les Chinois ont présentement des vues sur Taïwan. Est-ce que ça va arriver ou pas? Point d'interrogation. Mais si ça arrive, ça pourrait entraîner une pénurie au niveau des puces électroniques dans le monde. Et là, on est déjà en pleine pénurie à l'heure actuelle au niveau de la logistique, c'est généralement ça le problème, et également au niveau de l'augmentation des coûts des matières premières. Mais si on ajoute maintenant un problème géopolitique, là, c'est pas bon. C'est pour ça que les Européens veulent encourager les entreprises à produire sur le territoire européen et les entreprises américaines et l'Amérique et les États-Unis également veulent encourager les entreprises à produire sur le territoire américain. Okay? Surtout que la technologie actuelle permet à ces entreprises-là d'être rentables sur le territoire américain parce que le processus est automatisé. Okay? Donc, est-ce que Intel va réussir cette restructuration-là? Est-ce qu'ils vont réussir à se repositionner? Point d'interrogation. Maintenant, tout va dépendre du PDG. Tout va dépendre du PDG. Ça va demander beaucoup d'argent. Vous pensez qu'Intel va prendre cet argent où? Je vais juste terminer ici la dernière phrase. Donc, bien que le géant des puces traverse une période difficile, il a déjà connu des périodes similaires. Donc, il faut se dire une chose. Intel exerce dans un secteur d'activité qui connaît des changements année après année. Vous devez rester à la fine pointe de la technologie. Or, ce n'est pas la première fois que Intel a un léger retard. Parce que j'appelle ça un léger retard. Notamment, il faut voir que ça dépend uniquement de la partie de la manufacture. Parce que Intel peut déléguer la production à TSMC. C'est juste ce qu'elle ne veut pas faire. Et bon, elle a choisi de le faire pour les puces les plus avancées présentement. Mais il faut aussi voir que le 10 nanomètres ici est aussi puissant que le 7 nanomètres. D'accord? Donc, c'est peut-être au niveau de la consommation d'énergie qu'il y a une petite différence. Mais sinon, ils sont à peu près équivalents au niveau de la performance. Parce qu'il faut vous dire que plus la puce est plus on a une puce qui est on va se dire une chose. Plus c'est petit, mieux c'est. Parce que plus c'est petit, plus c'est performant, moins c'est énergivore. On va le dire comme ça. Donc, présentement, au niveau, d'ici 2024, on prévoit à peu près avoir, on est déjà sur des 2 nanomètres. Actuellement, 2022, ça sera l'année pour le 3 nanomètres et le 7 nanomètres existe depuis 2018. Et dites-vous que Intel fait à peine du 7 nanomètres. Je dis bien à peine. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, Intel aujourd'hui, c'est 2 entreprises, d'accord? La partie manufacturière et la partie design. Et la partie manufacturière empêche la partie design de pouvoir avancer parce que la partie manufacturière est littéralement en retard. Parce que les gens qui étaient à la tête de ces entreprises, ils se sont permis d'acheter des entreprises, de faire des acquisitions à gauche, à droite. Notamment, il y a une acquisition qu'ils ont faite en 2017 qui est Mobileye, qui n'est pas une mauvaise acquisition. Notamment, ils ont acquis Mobileye, ne rapportait même pas $1 milliard en termes de revenus. Ils ont acheté cette entreprise-là 15 milliards de dollars. C'est à peine cette année que cette entreprise va rapporter $1 milliard en termes de revenus. Elle a un avenir certain. Et Mobileye produit des puces électroniques pour les voitures, notamment pour la conduite autonome. Donc, ce sera sans doute indispensable demain. Et Intel essaie de dominer ce secteur-là. Vu qu'il a raté le segment du téléphone mobile, il ne veut pas rater le segment de la voiture intelligente. OK? Donc, Intel va réintroduire Mobileye dans les mois à venir, OK? Au courant de cette année ou bien le début de l'année prochaine, pour lever du capital, mais tout en gardant
une domination au niveau du conseil d'administration, tout en gardant une main ferme au niveau du conseil d'administration. Donc, c'est-à-dire que Intel sera l'actionnaire majoritaire sur Mobileye, mais sauf que Mobileye sera coté en bourse pour lever du capital. Et maintenant, on espère que Intel va pouvoir lever assez de capital pour pouvoir au moins financer les dépenses futures. Parce que les dépenses futures seront financées avec quoi? Les dépenses futures seront financées avec le free cash flow. C'est avec le free cash flow qu'on paye les dividendes. Donc, si le free cash flow des années à venir est en berne, on est mort. Enfin, pas qu'on est mort, mais on va devoir s'endetter ou bien mettre de nouvelles actions ou bien trouver des moyens de pouvoir lever du capital. Remarquez ceci. Les analystes s'attendent à avoir des résultats 2022 en termes de free cash flow négatif et en termes en 2022 et en 2023. C'est peut-être à partir de 2024 qu'on pourra avoir quelque chose de positif. Je dis bien peut-être. Et je ne compare pas les net income parce que les net income ici, ce ne sont pas les free cash flow. Net income ici, on n'a pas encore pris en considération la dépense en capital. Okay? Or, la dépense en capital ici peut être plus élevée que la dépréciation en capital parce que ça, c'est une dépense en capital de croissance. Donc, le projet sur Intel, si vous êtes un investisseur sur Intel présentement, ce n'est pas une question de chiffres actuels parce que ces revenus-ci auront tendance à être stagnants ou à baisser dans les années à venir. Mais sur les marchés, on est soit très optimiste ou très pessimiste. Actuellement, Intel est à un carrefour et lutte, je ne dirais pas que lutte pour sa survie, mais a besoin de prendre les meilleures décisions possibles en date d'aujourd'hui. Est-ce que c'est ce qu'ils sont en train de faire? Moi, je pense que oui. Ils ont les moyens de le faire. Surtout qu'ils ne sont pas très endettés. Intel a aujourd'hui près de 6 milliards de dettes nettes. Près de 7 milliards, on va dire. Donc, vous voyez qu'ils ont toujours eu presque pas de dette du tout. Et vous voyez que depuis 2016, on a à peu près un niveau de dette de plus en plus élevé. Mais en termes de dette nette sur EBITDA ici, c'est presque rien, presque insignifiant. Donc, pour ceux qui sont là pour le dividende, mettez-vous en tête que Intel se réserve le droit de couper ce dividende-là. Et moi, personnellement, j'aimerais qu'on coupe ce dividende. Parce qu'il faudrait qu'on garde le maximum de cash possible pour pouvoir dépenser en capital. Parce que les 6 milliards qu'on dépense ici pour le dividende, c'est un 6 milliards qu'on pourrait garder ici pour pouvoir construire une nouvelle manufacture. Ok, donc je ne vois pas pourquoi vous allez me payer un dividende. Ouais, mais c'est pour les actionnaires pour attendre. Non, moi ici, c'est la pérennité de l'entreprise qui m'intéresse. Je suis assez confiant à long terme sur Intel. D'accord? Mais le premier niveau, je dis bien le premier niveau de rentabilité de cette entreprise ici, ce serait au moins de revenir à peu près à des free cash flow moyens, comme ce qu'on a connu par le passé. Ok? Donc, si je prends la médiane des free cash flow ici sur les 10 dernières années, nous avons une médiane à peu près aux alentours des 12 milliards. 2020, 2021, ce sont des années exceptionnelles parce que notamment avec la pénurie, ok, faites attention à ça. Donc, on pourrait revenir à des niveaux de 12 milliards par là. Ça, c'est juste le maintien. C'est le premier niveau. 12 milliards. Si on se maintient à 12 milliards ici et qu'on me prend à peu près à 15 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci, admettons qu'on n'a pas de dette nette ici, on va se dire à peu près aux alentours de 180 millions. Combien d'actions on a présentement au niveau d'Intel? On a à peu près 4 milliards 4 milliards 110 millions d'actions. Donc, je divise ça ici par 4,11. On arrive à peu près à une valorisation aux alentours des 43-44 dollars l'action. C'est le premier niveau. Je dis bien, c'est le premier niveau. Et ça ne prend pas en considération le dividende ou etc. Parce que je vais vous dire ici que si on reverse également le dividende entre-temps, vous avez à peu près aux alentours de 6 milliards en supplément chaque année. Regardez l'ancienne vidéo sur Intel, vous allez voir à peu près pourquoi est-ce que je parlais de 20 fois les bénéfices. Ok? Là, on va d'abord se limiter à 15 fois les bénéfices tout en se disant qu'il n'y aura pas de dividende. D'accord? Donc, au mieux, on sera à peu près à la même valorisation que précédemment. Et je parle sur une période de 5 ans. Je ne parle pas d'ici demain ou bien dans 12 mois. Parce que Intel, comme je vous l'ai dit, a besoin d'investir massivement. Donc, on pourrait se dire qu'actuellement, l'opportunité est encore meilleure qu'au début de l'année. OK? Mais il faut introduire ces nouvelles variables ici parce que ça va se jouer au niveau de l'exécution. Je dis bien l'exécution. Donc, si toi, tu regardes uniquement tes chiffres pour te dire que Intel est sous-évalué, les fondamentaux, non. Parle des fondamentaux quantitatifs. D'accord? Et sache que les fondamentaux quantitatifs ont un retard sur les fondamentaux qualitatifs. Et maintenant, tu commences à voir pourquoi est-ce que le marché paye 10, 15 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci. Notamment parce qu'ils savent que Intel a un retard. Ils le savent. Maintenant, Intel, pour moi, le PDG actuel, je pense qu'il fait exactement ce qu'il faut faire pour que Intel puisse revenir sur le droit chemin.
Je ne dis pas qu'il faut couper le dividende, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on le coupe. Et s'il le coupe, je ne lui en tiendrai pas rigueur. Ce n'est pas une preuve de mauvaise gestion, c'est une preuve de bonne gestion. Intel va investir en capital. Regardez, je vais juste vous montrer une chose. La dépense en capital ici d'Intel va, par rapport aux revenus, est aux alentours de 32% en date d'aujourd'hui. Et vous remarquez une chose, c'est qu'en moyenne, sur les 5 dernières années, on était aux alentours des 20% par là. Maintenant, on va monter à 32% parce qu'on doit investir massivement. Et les investissements massifs ici ne concernent pas le secteur du design, ça concerne le secteur de la manufacture. Parce que Intel veut devenir un sous-traitant maintenant pour les compagnies comme Nvidia et AMD, tout en produisant, en designant ses propres puces. OK? Avec le CHIPS Act, ils ont des incitatifs pour la construction des usines aux États-Unis. Notamment, par exemple, on peut leur accorder des permis, on peut leur permettre de réduire on peut leur accorder des avantages au niveau de la fiscalité ici. Non seulement aux États-Unis, mais également en Europe. Et la situation géopolitique actuelle à Taïwan favorise également une compagnie comme Intel. Parce que dites-vous que Nvidia ou AMD ne produisent pas sur le territoire américain. Ils ont besoin de TSMC qui est localisé à Taïwan. C'est vrai également que TSMC veut investir massivement aux États-Unis, mais à la fin de la journée, ils vont se retrouver en compétition avec Intel. Et si vous regardez les chiffres de TSMC, si Intel arrive à percer ce secteur-là, Intel pourrait avoir également des revenus élevés dans le futur, parce qu'on s'en va littéralement dans une économie connectée. Aujourd'hui, même les briquets sont connectés. Et vous avez besoin de puces. Vous avez besoin de microprocesseurs dans ces puces-là, dans ces briquets-là. Même si ces briquets les microprocesseurs ne sont pas si avancés que ça, mais vous en avez besoin. Mais il faut les fabriquer également. D'accord? Pour les fabriquer, vous avez besoin de TSMC, Global Foundry, Samsung ou bien Intel. Actuellement, sur le marché, Samsung produit pour lui-même. TSMC produit pour les autres, Global Foundry produit pour les autres, mais également n'est pas au même niveau que Intel et TSMC. Donc, ça, c'est un dossier réservé uniquement pour les investisseurs entreprenants. OK? Donc, je vous dis ici que le prix d'Intel n'est pas mauvais. Que ce soit à $40, ce n'est pas mauvais non plus. Que ce soit au prix actuel, ce n'est pas mauvais non plus. Mais ça n'a aucune valeur si vous n'avez pas confiance au management. Et pour avoir confiance au management, vous devez faire le travail nécessaire. Ce n'est pas à moi de vous dire que moi j'ai confiance, vous devez avoir confiance. Non, pas du tout. Comme je vous le dis toujours, je me réserve le droit de me tromper. OK? Je ne suis pas pessimiste sur Intel. D'accord? Je sais également que Intel a une situation à gérer à court terme et j'aimerais voir Intel prendre les bonnes décisions. Et pour le moment, Intel prend les bonnes décisions. Ça sera mon avis sur Intel. Je ne veux pas passer énormément de temps sur les chiffres ici parce que ma première analyse ici, je la laisse toujours, comment on dit ça? Cette analyse-là est toujours d'actualité. Je dirais qu'aujourd'hui, je vais plus me situer aux alentours des 15 fois les bénéfices, d'accord? Tout en se gardant ce niveau de marge. Mais ici, on était sur un revenu à peu près de 79 milliards. Mais attention, Intel aura tendance à avoir des marges moins élevées dans les années à venir. Ça ne veut pas dire que ces marges-là ne pourront pas augmenter dans le futur. Donc ici, on attend des marges en berne dans les années à venir. Mais quand je dis les années à venir, c'est jusqu'en 2025 au moins. C'est à partir de cette période-là qu'on pourra récolter les fruits de nos investissements actuels. Donc, si vous avez trop peur, quittez sur cette compagnie-ci. N'investissez pas sur Intel. Allez-y ailleurs. Mais je vous rappelle une chose. Vous trouverez rarement une entreprise qui présente une opportunité d'investissement sans problème temporaire. OK? Donc, à long terme, le management, les analystes ici pensent qu'on aura à peu près 20% de marge bénéficiaire à long terme. C'est à peu près ce qu'on avait pris sur la dernière vidéo ici. Donc, j'avais pris à peu près 79 millions en moyenne. Je vais bien dire 79 millions en moyenne. Ce n'est pas ce qu'on a présentement. On aura à peu près moins que ça. 20% de marge bénéficiaire, fois à peu près 15 fois les bénéfices. On était aux alentours de 237 milliards, divisé à peu près par 4 milliards 110 millions d'actions. On était aux alentours de $57 à l'action, $58 à l'action. Donc, je vais prendre ma fourchette basse tout en me disant que je n'attends pas avoir 79 milliards cette année, ni l'année prochaine. Mais à partir de
fin d'année, à partir de 2024-2025, je vais commencer à prêter attention aux revenus. Parce que notamment, on aura massivement investi et les premières usines seront déjà en fonction à partir de 2024-2025. Il reste également un problème au niveau, comme je vous l'ai dit précédemment, au niveau de la propriété intellectuelle. Est-ce que les entreprises comme Nvidia, AMD vont se faire fabriquer leurs puces électroniques auprès d'Intel? Je ne sais pas. Ça, c'est une autre paire de manches. Donc, soyez prudents sur ce dossier. OK? Il faut être prudent sur ce dossier. Parce que les chiffres sont bons ici, mais ces chiffres-là sont bons par rapport à ce qu'on a déjà vendu dans le passé. Maintenant, on va rencontrer des difficultés temporaires ou durables ici et tout va dépendre de l'exécution. Lisez vos rapports financiers. Lisez vos rapports financiers sur Intel et sur les autres entreprises d'ailleurs. Ne vous limitez pas juste aux chiffres. C'est pour ça que je fais toujours attention. Quand je vous présente ces chiffres-là, je vous dis toujours que ça ne suffit pas. OK? Parce que je sais ici que ce que les gens appellent l'analyse fondamentale, c'est essentiellement de l'analyse quantitative. Et je vous encourage toujours à aller regarder les fondamentaux qualitatifs. Parce que les fondamentaux qualitatifs de la stratégie de l'entreprise, c'est à partir de là que découle la croissance de cette compagnie-là. Donc, si l'entreprise prend les mauvaises décisions stratégiques aujourd'hui, ne vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire. Je vous le disais avec AT&T, notamment parce que les PDG d'AT&T étaient extrêmement nuls. Et moi, je vous ai dit que tant que le PDG actuel est là, moi, AT&T ne m'intéresse pas. Parce c'est l'un des personnages qui était à la tête du rachat de AT&T, quand AT&T a racheté Paramount, qu'ils ont revendu, Warner Bros. Warner Bros. Discovery, qu'ils ont revendu depuis. Ils ont pris une très mauvaise décision. Maintenant, je ne sais pas s'il a changé d'avis, si le PDG maintenant s'est rendu compte de son erreur et qu'il essaie de faire les bonnes choses, mais je sais une chose, c'est que je n'aime pas ce PDG-là. Et moi, aujourd'hui, en tout cas, pour cette année-ci, le management devient de plus en plus important pour moi. Je dis bien de plus en plus important. Une entreprise extraordinaire qui a à sa tête un PDG que moi, je ne considère pas comme extraordinaire, je ne vais pas y investir. D'accord? Faites attention au management de la plupart de vos compagnies. Ne vous excitez pas quand on vous dit qu'on va augmenter le dividende. Oui, on est content. Présentement, posez-vous la question, est-ce que c'est judicieux d'augmenter ce dividende-là quand Intel se retrouve dans une situation pareille, même si Intel a les moyens de pouvoir financer ce développement-là? Est-ce que ça vaut la peine d'augmenter le dividende actuel ou bien est-ce qu'il ne serait pas préférable de couper ce dividende-là? Moi, si on coupe le dividende d'Intel, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, j'en rachèterai plus parce que je ne pense pas que Intel va disparaître. Regardez les rapports financiers d'NVIDIA et d'AMD. Regardez les free cash flow pendant plusieurs années et posez-vous la question, mais comment est-ce qu'ils ont fait pour survivre jusqu'ici? Et regardez Intel aujourd'hui. Et vous allez vous rendre compte que Intel n'est pas prête de mourir du jour au lendemain. OK? Tout ce dont Intel a besoin, c'est d'un management de qualité. Elle a besoin d'un management de qualité. Et si elle a un management de qualité, les bonnes décisions et le management de qualité en question pourra prendre les bonnes décisions pour pouvoir permettre à l'entreprise de garder son avantage à long terme. Vous voyez d'où vient Nvidia? Regardez Nvidia en termes de free cash flow. C'est pas fameux. Mais depuis à peu près 2017, boum. Mais ça vient également avec Nvidia également bénéficie à chaque fois qu'il y a une spéculation au niveau des crypto-monnaies, Nvidia et AMD gagnent beaucoup d'argent, notamment parce que ces gens-là, ils vont investir massivement dans je ne sais pas comment ils appellent ces usines, pour miner du Bitcoin. Ça demande des cartes graphiques. Et les cartes graphiques ici sont produites par AMD et Nvidia. OK? Donc, regardez à peu près les résultats financiers de AMD ici en termes de free cash flow. Ils reviennent de loin. Je dis bien, ils reviennent de loin. Pendant plusieurs années, il n'y a presque pas eu de free cash flow. Regardez, entre 2001 et 2019, on n'avait pas de free cash flow consistant sur cette compagnie. On perdait de l'argent durant toute cette période-là. Et pourtant, on est encore là aujourd'hui. Et vous pensez vraiment que Intel, qui a encore du free cash flow en date d'aujourd'hui, va mourir du jour au lendemain parce qu'il y a un léger retard technologique? Je ne pense pas. Regardez ce qui s'est passé. Comment est-ce que AMD a pu survivre uniquement en émettant de nouvelles actions, ce qu'elle continue à faire d'ailleurs ici aujourd'hui. Donc, elle profite de vous pour continuer à investir massivement, sauf que maintenant, elle a à sa tête un PDG extraordinaire. Donc, je vais me limiter là pour Intel ici aujourd'hui.
Comme je vous l'ai dit, ma première analyse vaut toujours, mais surtout, je suis plus au niveau de la fourchette basse, tout en me disant que les résultats actuels, je m'attends à ce que ces résultats-là baissent. On n'aura pas des résultats de 79 milliards d'ici avant 2024-2025 par là. OK? Donc, c'est déjà assez optimiste ce que j'ai ici aujourd'hui. Et dites-vous que les marges vont avoir tendance à diminuer dans les années à venir. Mais posez-vous la question de savoir à quoi s'attend par rapport aux marges moyennes. OK? Moi, je dis 20%. OK? Donc, on va se limiter là et on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, sur Intel, lisez vos rapports financiers si cette compagnie-ci vous intéresse. Merci.